Je veux juste vous introduire un peu la Semaine de la souveraineté. C'est la 3e édition cette année. Et on a décidé de faire une semaine qui s'étendait sur 2 semaines avec une semaine de répit entre les deux. Donc là, on est sur les dernières activités de cette activité-là, de ce projet-là. Alors, quelques-uns ont eu l'horaire, mais il nous en restait plus beaucoup. Donc, je vais vous dire rapidement, ça va être quoi les conférences de cette semaine. Donc, on commence ce midi avec André Lajoie et Guillaume Rousseau qui vont nous parler du droit constitutionnel, mais Jocelyn va pouvoir vous présenter ça plus en détail dans quelques instants. Demain midi, c'est la conférence de Daniel Turp, qui est professeur de droit à l'Université de Montréal. Il va venir parler des mouvements indépendantistes écossais et catalans et québécois. Et ça a lieu à l'Agora du Carrefour de l'Information, donc à la Bibliothèque centrale. Mercredi, conférence de Françoise David, qui vient nous parler des femmes et de la politique, ainsi que de sa vision d'un pays plus solidaire, que serait le Québec si l'État est indépendant. Donc, la conférence de Françoise David a lieu à la Flèche. C'est au A6 3003. A6 3003, mercredi. Jeudi midi, il n'est pas écrit sur l'horaire, mais c'est une conférence qui s'est ajoutée à la dernière minute. C'est Marie Malavoie, ancienne doyenne de la Flèche, également ancienne députée et ancienne ministre de l'Éducation du Parti québécois. Elle était aux premières loges du référendum de 1995, donc elle va venir nous parler de cette expérience-là. Donc, référendum de 1995, jeudi, à l'Agora du Carrefour de l'Information. Et vendredi, on a Robert Laplante, directeur de l'Action nationale, ainsi que moi-même, qui allons discuter de l'importance de bien choisir sa stratégie pour les indépendantistes. Pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant la stratégie a échoué et quoi faire pour qu'elle réussisse à l'avenir. C'est vendredi à l'Agora du Carrefour de l'Information. Toutes les conférences ont lieu de 11h45 à 13h. Et c'est ouvert à tous, c'est gratuit, alors invitez vos amis. Si vous voulez plus de détails, allez voir Semaine de la souveraineté UDS 2015 sur le groupe Facebook, sur l'événement Facebook. Alors, je cède la parole à Jocelyn Beaudoin qui va pouvoir vous présenter nos conférenciers de ce midi. Et dernière chose, je voulais remercier aussi Lorraine Dus. Lorraine Dus qui a accepté gentiment de financer le projet des Semaines de la souveraineté 2015. Donc, c'est le regroupement des étudiants et étudiantes de maîtrise, diplôme et de doctorat de l'Université de Sherbrooke. On les remercie grandement. Merci et bonne conférence. Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour la conférence qui s'intitule « En quoi est-ce que la Constitution du Canada brime le Québec ?» On a la chance d'avoir Mme André Lajoie, qui est professeure émérite à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Elle a été professeure de 1968 à 2006. Elle a surtout axé sa carrière dans la recherche. Elle a entre autres été directeur du Centre de recherche en droit de 1976 à 1980. Spécialisée en droit administratif et en droit constitutionnel. Dans les dernières années, elle a surtout axé ses recherches sur la théorie du droit et le droit autochtone. Quelques-unes de ses plus récentes publications sont notamment Jugement de valeur en 1997, Théorie et émergence du droit, pluralisme, surdétermination et effectivité en 1998 et Conception autochtone des droits ancestraux, plus récemment en 2008. On a aussi avec nous le professeur Guillaume Rousseau, qui est un professeur adjoint de notre faculté de droit ici à l'Université de Sherbrooke. Parcours un petit peu atypique dans son cas. Il a commencé par être avocat chez Fasken Martineau au début de sa pratique. Ensuite, fait un saut en politique où il est devenu conseiller de Pauline Marois lorsqu'elle était chef de l'opposition officielle. Finalement, termine son doctorat, devient professeur, spécialisé lui aussi en droit constitutionnel, entre autres. Il a publié une section planification et aménagement dans le Jury classeur, un livre que plusieurs étudiants de droit connaissent très bien, et études sur une politique de la convergence culturelle qui a été publiée, entre autres, à l'Institut de la recherche sur le Québec. Donc, je ne sais pas qui d'entre vous allez prendre la parole en premier, mais techniquement, c'est environ 20 minutes pour un, 20 minutes pour le deuxième conférencier. Ensuite, une période de questions d'à peu près du même temps va suivre. Merci à vous. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité à participer à cette semaine sur l'indépendance et à venir vous en parler parce que c'est un sujet qui m'importe. Alors, merci beaucoup de votre accueil. Pour simplifier les choses,
La raison pour laquelle il faut qu'on soit indépendant, c'est très très simple, c'est parce qu'on ne l'est pas. Bon. Pire encore, on n'est pas dans une fédération. La Constitution canadienne n'est pas une constitution fédérale. Le Canada, c'est un pays unitaire avec un certain degré de décentralisation administrative. C'est ça que je vais essayer de vous montrer. La raison pour laquelle ce n'est pas une confédération, ni même une fédération de cons, c'est que pour être une fédération, il faut que les parties prenantes consentent et on ne peut pas modifier le texte de la Constitution sans l'accord des membres de la fédération. La définition la plus générale d'une fédération, c'est une union de plusieurs États particuliers conservant leur souveraineté dans certains domaines de compétences au sein d'un seul État. Mais pour modifier ça, dans une vraie fédération, il faut le consentement des États fédérés. Or, au Canada, l'État fédéral peut modifier le partage des compétences entre le fédéral et les provinces, c'est-à-dire annuler les compétences provinciales dans 6 cas différents. C'est vous dire que c'est pas rien. Alors d'abord, il y a 2 théories d'interprétation, les dimensions nationales et l'état d'urgence. Les théories des dimensions nationales, ça a été confirmé par un arrêt du Conseil privé en 1882, dans l'arrêt Russell versus the Queen. Et ce que ça dit, c'est que c'était à propos de la vente et de la consommation de l'alcool qui était, dit-on, devenu un fléau national. Alors, si ça avait une dimension nationale, ça devenait fédéral et les provinces n'avaient plus rien à dire là-dedans. Ça a continué par la suite. Ensuite, l'état d'urgence, ça a aussi été confirmé par le Conseil privé dans Fort Francis Pulp and Paper contre Manitoba Free Press en 1923. Et ça dit que si l'État fédéral décide qu'une question est un état d'urgence, eh bien, les provinces n'ont plus rien à faire là-dedans. C'est assez simple. Mais il y a plus que ça. Il y a des pouvoirs qui, eux, sont contenus soit dans la Constitution elle-même, dans le texte de la Constitution, soit dans des pratiques gouvernementales. Alors, le pire de tous, c'est le pouvoir déclaratoire. C'est contenu dans la Constitution, à l'article 92-17. Ça dit que le Parlement fédéral peut déclarer des travaux à l'avantage général du Canada. Et alors, ils deviennent de compétence fédérale. Alors, il y a eu, vous me croirez si vous voulez, 470 utilisations du pouvoir déclaratoire jusqu'en 1961. À l'époque où il est devenu apparemment désuet, mais il y a eu 3 usages autres depuis. Moi, c'est en écrivant là-dessus que je suis devenue indépendantiste. Pour vous dire les travaux dont il était question, il y avait des chemins de fer, il y avait des routes intraprovinciales, des tramways de Montréal, de Québec, d'Ottawa, des autobus locaux, des hôtels, des restaurants, des théâtres, des entreprises de commerce de bois, d'élevage de bestiaux, de construction, l'usine d'Air Liquide, des produits chimiques, des raffineries de métaux, des aqueducs. On a pensé, et puis sans oublier, des parcs, les chutes Montmorency, les plaines d'Abraham, oui, les plaines d'Abraham sur lesquelles est situé le Parlement du Québec, c'est de compétence provinciale en vertu du pouvoir déclaratoire.
C'était censé être devenu désuet en 61, et puis ça a été utilisé 3 autres fois depuis. Bon. Autre possibilité d'annulation des pouvoirs provinciaux, des compétences provinciales, c'est l'achat de propriété, l'achat ou l'expropriation. Parce que l'article 91.1a dit que les propriétés fédérales sont de compétence fédérale. Alors, il suffit que le fédéral achète des propriétés, ce qu'il a fait très souvent dans les centres-villes, ou qu'il exproprie pour que ça devienne de sa compétence. Alors, à partir de là, que ça devienne de la compétence fédérale, et à partir de là, les provinces n'ont plus rien à dire. Ensuite, j'avais oublié au tout début, c'était antérieur à tout ça, le désaveu et la réserve, qui sont des pouvoirs du gouverneur général, qui peut désavouer une loi ou la réserver au moment, la réserver c'est temporaire, le désaveu c'est pour le bon, au moment de sa création. Et ça, c'est en vertu des articles 56 et 57 de la Constitution. Et ça aussi, la désuétude, ça a été utilisé 112 fois jusqu'en 1943, et la réserve 70 fois jusqu'en 61, et c'est présumément, en tout cas pour l'instant, c'est présumé arrêté, là, pour l'instant, désuet. Enfin, un dernier élément qui n'est pas contenu dans la loi, mais qui est une pratique gouvernementale très évidente, c'est le pouvoir de dépenser. Alors, vous allez me dire, c'est normal que tout le gouvernement ait le pouvoir de dépenser, tous les gouvernements ont le pouvoir de dépenser. Mais le pouvoir de dépenser dont il s'agit ici, c'est un pouvoir de dépenser qui implique des conditions normatives dans le champ des compétences provinciales, c'est-à-dire le fédéral donne une subvention dans un champ de compétences provinciales à condition que la province respecte certaines conditions. Alors, ça a été utilisé en santé, en sécurité sociale, pour des individus par des bourses et des chaires, puis au niveau des municipalités. Alors, la doctrine est divisée sur la validité constitutionnelle du pouvoir de dépenser. Michel Robert, quand il était président de la Cour d'appel du Québec, a rendu un jugement dans lequel il disait que c'était valide, mais c'est allé en appel devant la Cour suprême, et la Cour suprême a dit qu'elle n'avait pas besoin de décider de la question pour régler le cas qui était devant elle, et elle l'a écarté. Bref, elle n'avait pas besoin de s'en mêler, et tout le monde essaye de ne pas prendre position sur cette dernière question. Alors, bref, le Canada, c'est unilatéral. Le Canada peut modifier les compétences des provinces quand ça lui plaît, exactement comme une province peut modifier les compétences des municipalités. C'est du même ordre, c'est pourquoi je dis que c'est une constitution administrative avec un certain degré de décentralisation. Et j'irai même plus loin parce que, bon, je ne peux pas revenir là-dessus là, aujourd'hui, je n'aurai pas le temps, mais le Canada, c'est probablement la pire de toutes les provinces sur ce plan-là, des modifications unilatérales, mais ce n'est pas la seule. Notamment, le pouvoir déclaratoire, ça existe dans beaucoup d'autres fédérations. Et le pouvoir de dépenser aussi, etc. Donc, le fédéralisme, au fond, c'est un concept idéologique qui est mis en place pour faire croire aux membres des fédérations, des quote-unquote fédérations, qu'elles ont une indépendance qu'elles n'ont pas. Voilà. Merci.
c'était effectivement fort intéressant. Je commencerai en remerciant les organisateurs de l'événement, donc Evelyne Baudin, Jocelyn Baudouin, Jasmin Roy-Rouleau et toute l'équipe des Semaines de la souveraineté. Donc, merci de m'inviter à donner cette conférence. Merci également à la professeure Lajoie, avec qui j'ai l'immense honneur de partager ce panel. Vous comprendrez que c'est une professeure émérite qui a une longue carrière en recherche, ce qui est évidemment pas mon cas pour des raisons évidentes. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi de partageer le panel avec la professeure Lajoie. La professeure Lajoie nous a bien montré comment il existe dans la Constitution de 1867 plusieurs mécanismes qui ont des effets centralisateurs. Et avec raison, elle a mentionné que certains de ces instruments-là seraient tombés en désuétude au milieu du 20e siècle. Donc, pour ma part, je reprendrai la balle au bond à partir de là, en tentant de dire qu'une fois qu'ils sont tombés en désuétude, notamment le pouvoir de réserve et de désaveu, au milieu du 20e siècle, finalement, la centralisation s'est poursuivie, mais par d'autres moyens. Elle est devenue particulièrement forte au niveau judiciaire avec la Charte canadienne des droits, laquelle charte fera l'objet de la deuxième partie de mon exposé. Mais d'abord, première partie, la montée en puissance de la Cour suprême, la perte de pouvoir du Québec. Certes, au milieu du 20e siècle, donc, le pouvoir de désavouer le pouvoir du fédéral de désavouer des lois provinciales, et le pouvoir de réserve, donc le pouvoir de les suspendre pour pas qu'elles n'entrent en vigueur, effectivement, sont tombés en désuétude à cette époque-là, donc milieu du 20e siècle, c'est-à-dire au moment même où la Cour suprême du Canada, créée, nommée par le fédéral, devenait le tribunal de dernière instance. Parce qu'avant ça, c'était le comité judiciaire du conseil privé, donc à Londres, nommé par des autorités britanniques, mais à partir du milieu du 20e siècle, c'est devenu, la Cour suprême est devenue le dernier tribunal, il n'y avait plus d'appel à Londres. Ce qui fait que la Cour suprême est devenue le tribunal de dernière instance, et donc que le fédéral n'avait plus besoin de suspendre des lois provinciales ou encore de les désavouer, puisque sa Cour suprême, qu'il a créée, pouvait le faire, si vous voulez, à sa place. Donc c'est une modification davantage qu'une transformation sur le fond. D'ailleurs, les dates là-dessus sont assez... la coïncidence des dates est assez frappante. On parle, et la professeure Lajoie l'a mentionné, donc le pouvoir de désaveu tombe en désuétude en 1943, le pouvoir de réserve en 1961. Or, la Cour suprême devient le tribunal de dernière instance entre 1933 et 1959. Donc vraiment à la même époque, et c'est donc logique, parce qu'à partir du moment où les litiges entre le fédéral et le provincial n'étaient plus tranchés par un tiers neutre à Londres, mais par une cour créée, nommée par le fédéral, bien évidemment, les décisions à partir de là sont devenues plus favorables donc, au fédéral, qui ne sentait plus nécessairement le besoin de désavouer lui-même les lois des provinces, puisque sa Cour suprême pouvait le faire à sa place. C'est sûr que sur le fond, c'est-à-dire sur la forme, il y avait un changement. Un pouvoir de désaveu pouvait être exercé pour des raisons plus politiques, alors que la Cour suprême, lorsqu'elle valide une loi provinciale, il y a toujours un enrobage juridique autour de son argumentation. Mais n'empêche que dans la Constitution de 1867, au niveau du partage des compétences fédérales-provinciales, il y a vraiment des concepts qui sont utilisés, des mots qui sont assez vastes, assez vagues. On parle donc, pour prévoir le partage des compétences, de la compétence fédérale sur la loi criminelle, la compétence provinciale sur la propriété et les droits civils, ou encore sur les matières d'une nature locale ou privée. Donc, c'est vraiment des concepts assez vagues, ce qui fait que la Cour suprême, lorsqu'elle n'est pas d'accord avec une loi pour des raisons de fond, elle pouvait l'écarter sous prétexte que ce n'était pas conforme au partage des compétences. Et, évidemment, elle le faisait, comme je vous dis, à l'aide d'un raisonnement d'apparence juridique, et elle se basait, entre autres, en se basant sur des précédents, ceux du Conseil privé de Londres au départ, et ensuite sur ses propres jugements à elle. Donc ça, c'est évidemment très, très pratique. Et ensuite, ce pouvoir de la Cour suprême-là s'est accru considérablement, évidemment, avec la Charte canadienne des droits. Parce qu'il faut comprendre que la Charte canadienne, sauf pour les droits linguistiques, les droits linguistiques sont complètement à part. Les droits linguistiques de la Charte canadienne, ils sont hyper précis. Ils ont la précision pratiquement d'une loi fiscale. C'est vraiment, on dit très clairement qu'il y a des droits linguistiques. Pourquoi? Parce que les droits linguistiques de la Charte canadienne visaient, et c'était assumé comme tel, à invalider une partie de la loi 101. Donc le Québec se dote d'une charte de langue française, et ensuite le fédéral, les provinces anglaises et le Parlement à Londres se mettent ensemble pour invalider une loi québécoise qui visait à protéger la charte de langue française. Donc ça, c'est clair, j'y reviendrai tantôt. Mais pour tout le reste de la charte canadienne, c'est vraiment très vague. Je vous donne quelques exemples.
On parle à l'article 7 de la Charte canadienne du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. On dit qu'on ne peut porter atteinte à ce droit, et je cite, « Il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. » Ou encore, article 1, que je cite toujours, donc on peut porter atteinte aux droits et libertés. Les droits et libertés peuvent être restreintes, et je cite, que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. Fin de la citation. Qu'est-ce que le droit à la liberté? Qu'est-ce qu'un principe de justice fondamentale? Qu'est-ce qu'une limite raisonnable à une liberté? Impossible de savoir. Au-delà d'une logique libérale et individualiste évidente, ces notions ont au départ un contenu indéterminé. Et puisque la Charte canadienne permet à la Cour suprême d'invalider les lois qu'elle souhaite invalider, les règlements qu'elle souhaite invalider, et qu'elle peut le faire en se fondant sur la Charte, qui a priori ne veut rien dire de très précis, sauf pour les droits linguistiques, eh bien ça donne vraiment à la Cour suprême un très grand pouvoir, aussi grand que le pouvoir de désaveu ou de réserve. Pire encore, la Cour suprême peut non seulement invalider des lois, elle peut carrément les réécrire. Et à ce sujet, je citerai un ancien juge à la Cour suprême, Louis-Philippe Pigeon, qui à l'époque du rapatriement de la Constitution disait « Si on considère les faits à prévoir d'une charte des droits, indiscutablement intangible, il faut bien se rendre compte que cela comporte l'attribution aux tribunaux d'une partie importante du pouvoir législatif. » Fin de la citation. Et en effet, avec la formule d'amendement de la Constitution de 82, qui rend toute modification de la Constitution très difficile, la Charte est indiscutablement intangible. La volonté évidente, donc, de se servir de la Charte canadienne pour invalider une partie de la Charte de langue française, de la loi 101, et la formule d'amendement de la Constitution de 82, qui rend très difficile toute modification constitutionnelle, sans toutefois accorder un droit de veto au Québec sur les modifications de la Constitution, bien ça, c'est deux des principales raisons qui expliquent pourquoi le Québec s'est opposé à cette Constitution-là. L'autre raison, évidemment, c'est qu'il y avait cette Charte canadienne des droits qui transférait des pouvoirs des élus du peuple vers les juges nommés par Ottawa. Pour le meilleur, diront certains, pour le pire, diront d'autres, dont je suis. Deuxième partie, la Charte canadienne, ou quand l'individu canadien prime sur le collectif québécois. Évidemment, certains vont venir dire vont prétendre que le but de la Charte canadienne, c'est pas de limiter l'autonomie du Québec, mais c'est vraiment de protéger des droits humains fondamentaux, universels. À mon avis, cet argumentaire-là ne tient pas pour plusieurs raisons. D'abord, il faut savoir qu'avant 1982, au Canada, il n'y a pas de problème de droits de la personne. Avant 1982, avant la Charte canadienne des droits, même avant la Déclaration canadienne de 1960, le Canada est réputé comme un pays au monde, un de ceux qui respecte le mieux les droits de la personne. Donc, il n'y a pas de problème des droits de la personne auquel la Charte apporterait une solution. Il n'y a pas de problème là, empirique d'études qui prouveraient qu'il y avait un problème à cet effet-là. En fait, le seul exemple de violation grave et massive des droits de la personne dans les années précédant la Charte de 82, c'est en 1970, en octobre 1970, avec l'arrestation de centaines de Québécois de manière arbitraire, sans mandat, suite à l'invocation de la loi sur les mesures de guerre par le gouvernement de Trudeau, Lalonde et compagnie, bref, ceux qui seront à l'origine de la Charte canadienne quelques années plus tard. Donc, l'adoption de la Charte canadienne, ce n'était pas une question de protection des droits fondamentaux, puisqu'il n'y avait pas de problème là, empiriquement, c'était vraiment idéologique et ça visait à réduire l'autonomie du Québec, particulièrement en matière linguistique. Et au-delà de l'argument historique que je viens d'évoquer, on peut regarder le texte de la Charte même nous révèle ça. Il y a dans la Charte une disposition très particulière qu'on appelle la disposition dérogatoire, c'est-à-dire une clause dans la Charte qui permet au Parlement, aux législatures, de protéger une loi contre des jugements des tribunaux qui voudraient l'invalider, pour autant que ces jugements-là se basent sur les articles 2, 7 à 15. Donc c'est un petit peu technique, mais bref, les articles de la Charte canadienne 2 et 7 à 15, un Parlement peut décider que ces articles-là de la Charte canadienne ne s'appliqueront pas à sa loi et donc ne permettront pas aux tribunaux d'invalider une loi en se fondant sur les articles 2 et 7 à 15. Donc, si on regarde par exemple l'article 12 de la Charte canadienne, l'article 12, c'est celui qui protège contre les peines cruelles et inusitées. Donc, par exemple, contre la torture. À l'article 12, donc, on a ce droit-là. Article 12, donc, situé entre 7 et 15. Donc, il est possible, en vertu de la Charte canadienne, pour une législature de dire « Nous établissons la torture et nous allons le justifier par la disposition dérogatoire. » Donc, sur le plan théorique,
c'est quelque chose de possible. Par contre, l'article 23 de la Charte canadienne, sur le droit des minorités linguistiques à des écoles, donc pour les minorités linguistiques, le droit de l'article 23, lui, échappe à la disposition dérogatoire. Donc, il n'est pas dans les articles 2, 7 à 15, comme son numéro l'indique. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, c'est que la Charte canadienne ne protège pas vraiment le droit d'être protégé donc, contre la torture, alors que c'est un droit humain, fondamental, universel, intemporel. Mais la Charte canadienne protège le droit à la minorité linguistique, donc entre autres le droit des immigrants provenant des autres provinces d'arriver au Québec et d'aller à l'école anglaise. Elle protège ce droit-là, alors que ce n'est pas un droit universel, intemporel, reconnu en droit international et tout, contrairement au droit de protection contre la torture. Donc on voit bien que la Charte canadienne, ce n'est pas une question de venir protéger les droits humains fondamentaux, c'est une question de limiter l'autonomie du Québec, particulièrement en matière linguistique. Avec cet article 23-là, qui par ailleurs est fort problématique, l'article 23, parce qu'il protège les droits donc à des écoles anglaises au Québec, alors que la communauté anglophone, évidemment, connaît un grand essor démographique, une langue puissante, un fort pouvoir d'attraction. Et dans le même article, on met sur un même pied les droits des francophones des autres provinces à leur école française, alors que, évidemment, elles vivent une situation complètement différente des anglophones du Québec, avec l'assimilation des francophones dans toutes les autres provinces. Alors, c'est un article qui est problématique également à ce niveau-là. Et ce sur quoi je vais attirer votre attention là-dessus, c'est que l'article 23 de la Charte canadienne permet d'invalider une partie importante de la loi 101, et donc de nuire aux Français au Québec, et donc de nuire aux objectifs culturels, linguistiques, identitaires de la loi 101. Mais c'est plus que ça, parce que faut comprendre que la loi 101 avait un objectif évidemment culturel, linguistique, mais elle avait aussi un objectif de justice sociale. Donc concrètement, la façon que ça marchait au Québec avant la loi 101, lorsque vous aviez un poste de haut dirigeant d'une compagnie ou de cadre qui se libérait, par exemple, à Montréal, bien, pour occuper un poste de cadre, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un anglophone du Québec, puis si on n'avait pas au Québec, on faisait venir un anglophone d'une autre province pour occuper le poste de haut dirigeant dans une grande compagnie à Montréal, par exemple. Là, la loi 101 en 1977 est venue dire, si quelqu'un immigre de l'Ontario vers le Québec, par exemple, pour occuper un poste de haut dirigeant, c'est tout à fait possible, mais cette personne-là devrait envoyer ses enfants à l'école française. Alors, ce qui faisait en sorte qu'effectivement, les Ontariens immigrants potentiels, finalement, décidaient de ne pas venir au Québec pour occuper les postes de hauts dirigeants, pour ne pas avoir envoyé leurs enfants à l'école française, ce qui permettait à des francophones d'accéder à des postes de haut placés au sein de différentes entreprises. Et c'est précisément cet aspect-là de la loi 101 que l'article 23 de la Charte canadienne est venu attaquer avec le jugement de la Cour suprême dans le Quebec Association of Protestant School Boards, en disant non, le Québec ne peut pas rendre obligatoire l'école française pour les immigrants qui viennent des autres provinces. Parce qu'évidemment, pour les Anglo-Québécois, il n'y avait pas de problème. La Charte de la langue française reconnaissait leurs droits historiques, mais pour les immigrants, on disait c'est préférable qu'on soit, qu'ils disaient, avec les francophones dans les écoles françaises. Et c'est là-dessus, à ça donc, que s'est attaquée la Charte canadienne et la Cour suprême. Je pourrais multiplier les exemples en matière linguistique comme ça. Je vous en donne un autre, l'arrêt Ford. L'arrêt Ford porte sur, encore une fois, sur la loi 101, la règle de l'affichage exclusif en français. Donc, à l'origine, la loi 101 nous dit on va permettre l'affichage dans toutes les langues que vous voulez en matière religieuse, politique, idéologique, humanitaire. Donc, un paquet de domaines où c'est la liberté dans l'affichage. Puis on dit pour le commercial, là où il y a vraiment un pouvoir économique qui est exercé, pour favoriser donc le français comme langue du commerce, des affaires, là, on va exiger le français comme usage exclusif dans l'affichage, mais avec, dans plein d'autres domaines, plein d'exceptions. La Cour suprême va se penser là-dessus et va faire fi du fait qu'il existe des exceptions et va dire, voilà, c'est tout à fait inconstitutionnel, vous ne pouvez pas exiger le français dans l'affichage commercial puisque ça porte atteinte à la liberté d'expression. Mais évidemment, comme le mentionne entre autres le professeur Michael Mendel, professeur de droit constitutionnel, lorsqu'un commerçant décide d'afficher en anglais, il n'exerce pas sa liberté d'expression comme le fait un militant politique qui fait signer une pétition. Non, ce que fait le commerçant, c'est qu'il exerce un pouvoir économique d'imposer sa langue, la langue dominante, dans l'espace public. Et là, la Cour suprême nous fait croire que c'est une question de liberté d'expression et tout, alors que c'est manifestement une mauvaise lecture, une lecture libérale de la situation. Évidemment, l'affaire des affichages, c'est vraiment important. René Lévesque disait, quand vous avez une affiche bilingue, elle envoie comme message à tous les immigrants, au Québec, pas besoin d'apprendre le français puisque tout est traduit. Alors, c'est le signal qui est envoyé avec les affiches bilingues depuis le jugement de la Cour suprême dans l'arrêt Ford. Évidemment, la Cour suprême est quand même habile politiquement, il faut lui reconnaître ça. Donc, elle n'a pas
complètement invalidé la loi 101 sur cette question-là. Il a dit l'affichage exclusif en français au niveau commercial, c'est un petit peu trop. Il faudrait que ce soit l'affichage en français nettement prédominant. Donc là, elle trouve une espèce de compromis entre l'affichage bilingue ou le libre choix complet et l'affichage exclusif en français. Elle trouve une espèce de compromis. Donc politiquement, elle va chercher les appuis, c'est intéressant. Mais dans les faits, c'est inapplicable. Parce que si vous voulez appliquer la règle du français nettement prédominant, ça veut dire qu'un inspecteur de l'Office de la langue française doit aller dans le commerce avec sa règle, puis mesurer le lettrage, s'assurer que le lettrage en français est 2 fois plus gros qu'en anglais. Évidemment, quand les inspecteurs de l'Office de la langue tentent de faire ça, souvent ils se font insulter, intimider, expulser des commerces, ce qui fait qu'ils appliquent très peu la loi. Vous allez à Montréal et partout, vous avez des centaines d'affiches illégales, mais c'est très difficile d'assurer le respect de la loi à cet égard-là. Et donc, la raison de ça, c'est vraiment que la Cour suprême, en fait, elle est pas équipée institutionnellement pour établir des règles générales. Elle est très bonne pour faire du cas par cas, pour rendre des jugements, aucun problème avec ça. Mais quand vient le temps de fixer une règle générale, c'est plus compliqué que de juger un cas individuel. C'est pour ça qu'un Parlement, avant de fixer une règle générale pour tous, avant d'adopter une loi, un Parlement va entendre des dizaines, des centaines de groupes, des simples citoyens, des experts, des fonctionnaires, etc. C'est très long. Alors que la Cour suprême, elle entend 2 parties. Quelquefois, il va y avoir des intervenants, essentiellement des lobbies multimillionnaires, parce que ça prend vraiment beaucoup d'argent pour se retrouver en Cour suprême, alors que pour aller au Parlement, n'importe quel citoyen peut y aller, déposer un mémoire. Alors, ce qui fait qu'il y a une influence des grands lobbies puissants sur la Cour suprême et donc sur la loi, au nom des grandes libertés, mais en fait au nom d'intérêts commerciaux. D'ailleurs, dans Ford, c'est des commerçants qui invoquent la liberté d'expression. Begum Drug Mart, une compagnie qui va invoquer la liberté de religion, qui en soi un non-sens, pour défendre ses intérêts commerciaux. Donc, c'est vraiment la charte des droits, c'est vraiment des intérêts monétaires qui se trouvent derrière. Donc là, je vais vous donner les exemples en matière linguistique. Plus précisément sur la justice sociale, on peut penser à l'arrêt Shaoli. Donc, quelqu'un qui décide qu'au Québec, la loi qui fait que le système de santé est public et qu'on ne peut pas aller vers un système privé, cette loi-là est en partie déclarée invalide. Donc, la Cour suprême décide qu'on doit aller vers plus de privatisation du système de santé, ce qui, évidemment, ne profitera pas aux plus pauvres. Autre exemple, peut-être plus d'actualité, dans le débat sur la laïcité, l'arrêt Multani. Donc, au Québec, à un moment donné, il y a une commission scolaire, un conseil d'établissement, commission scolaire qui décide d'interdire les armes blanches dans les écoles, ce qui apparaît relever du bon sens. Mais la Cour suprême va dire non, vous n'avez pas le droit d'interdire les armes blanches dans les écoles parce que lorsque l'arme blanche est une obligation religieuse, le port de l'arme blanche par un enfant est une obligation religieuse, ce qui là aussi est problématique, à ce moment-là, vous n'avez pas le droit d'imposer cette interdiction des armes blanches dans les écoles. Il y a un accommodement raisonnable qui doit être accordé. Donc, autrement dit, la loi des dieux qui impose d'avoir une arme portée par un enfant, cette loi-là devient plus importante que la loi des hommes et des femmes votée, donc la règle votée par une commission scolaire, par exemple, dans ce cas-ci. Et c'est particulièrement problématique, cette affaire-là, bon, pour les faits de l'affaire qui parlent d'eux-mêmes, mais aussi plus généralement, parce qu'avant cette affaire du Kirpan, je pense qu'au Québec, on était en train de trouver une voie en matière de laïcité, une espèce de voie de compromis intéressante, c'est-à-dire on n'était pas sur le modèle français où tous les signes religieux sont interdits dans les écoles, même pour les élèves, dès que c'est ostentatoire. On n'était pas dans le modèle canadien non plus, où tous les signes religieux sont permis, même lorsqu'il s'agit d'armes. On avait une espèce de compromis qu'on essayait de trouver au Québec. Là, la Cour suprême arrive, impose le modèle canadien, donc ce qui est, ma foi, assez déplorable. Évidemment, on pourrait aussi regarder des jugements de la Cour suprême avec lesquels on serait peut-être d'accord et tout, donc c'est pas non plus, je donne quelques exemples comme ça, mais c'est pas tant les décisions prises isolément qui sont importantes que vraiment l'idéologie derrière la Charte canadienne, idéologie très libérale, très individualiste, et c'est vraiment ça qui est... Et là, toute la société, maintenant, on pense en termes de charte, en termes de droits individuels uniquement, et ça appauvrit le débat public, à mon avis. Parce que la Cour suprême réfléchit à partir de ce qu'on appelle un individualisme méthodologique. C'est-à-dire, elle est toujours sur un cas bien précis, un pauvre petit commerçant, une pauvre petite personne de tel groupe, et à partir de là, à partir d'un cas sympathique qu'elle juge, elle fait une règle pour tout le monde. Alors, ce qui est déjà problématique au niveau de la méthodologie. Ensuite, évidemment, elle le fait en se fondant sur des libertés individuelles. Donc, dans la Charte canadienne, c'est que des libertés individuelles, vraiment, sauf exception. Donc, encore là, ça renforce l'individualisme et le libéralisme.
Et en fait, toute la logique de la Charte et de la jurisprudence de la Cour suprême repose sur une fausse prémisse, la même fausse prémisse que le libéralisme. C'est-à-dire que cette fausse prémisse-là, c'est de dire, lorsqu'un individu n'est pas affecté par des interventions de l'État, il est libre. Donc ça, c'est toute la pensée de la Charte de dire qu'il faut absolument empêcher l'État d'intervenir, donc on met des chartes pour protéger les individus, parce que l'individu, sans État, il est libre. Ce qui est évidemment faux, archi faux. Évidemment, un individu sans intervention de l'État, il est soumis aux contraintes du marché, soumis aux contraintes de sa famille, de son groupe ethnique, de son groupe religieux, etc., etc. Et c'est par la loi de l'État, par la loi démocratique auquel l'individu contribue par ses votes, par sa participation, c'est par la loi de l'État que l'individu se libère du marché, de sa famille, de sa communauté ethnique, religieuse, etc. Donc, c'est vraiment une fausse prémisse du libéralisme qui est derrière tout ça et qui devient hégémonique. Donc, le discours que je suis en train de vous tenir, plus républicain, plus social-démocrate, c'est très difficilement audible dans l'espace public parce que tout est pensé en fonction des chartes des droits et de ce discours individualiste-là. Donc, ça devient très difficile au Québec de se battre pour une cause collective, que ce soit la langue française, la justice sociale, la laïcité ou l'indépendance du Québec. Alors, à mon avis, il y a deux choses à faire dans ce contexte-là. Premièrement, sur un plan plus technique, pour combattre les chartes à court terme, la chose à faire, c'est de revaloriser la disposition dérogatoire. Et je dis combattre les chartes parce que 99% de ce que je dis à propos de la Charte canadienne, on pourrait le dire à propos de la Charte québécoise, dont l'interprétation est complètement soumise à celle de la Charte canadienne, qui fait qu'on retrouve les mêmes problèmes avec la Charte québécoise. Et donc, une des solutions, très concrètement, c'est la disposition dérogatoire. J'en parlais plus tôt parce que, sur le plan théorique, elle pourrait permettre de d'établir la torture. Évidemment, dans les faits, ça ne sert pas à ça. Je viens juste de compléter une étude sur la disposition dérogatoire. Et depuis que ça existe, il y a eu 41 lois au Québec